Bonjour tout le monde, avant de commencer, nous nous excusons si la vidéo s'assure au bout de 2 minutes. En même temps, face à l'influx d'informations, elle a complètement planté. Mais soyez rassurés, nul mort d'homme à l'horizon puisque l'audio défile correctement. Profitez donc de ce super entretien pour parcourir une nouvelle réflexion. Alors avant, tu me demandais quel est l'intérêt de la poésie aujourd'hui, justement, de nos jours. Ouais. Bah oui, c'est vrai que c'est la question initiale. Et donc, justement, selon toi, est-ce que en ces temps de crise, de guerre, de malheur, la poésie pourrait rehausser le cœur, l'esprit, permettre une ouverture de champ de vision, quelque chose, quel intérêt elle pourrait avoir à l'heure actuelle? Alors là, c'est déjà l'aspect plus insurrectionnel de la poésie. La poésie, elle est pas seulement là pour parler des petits papillons, des fleurs bleues, etc. La poésie parle vraiment de tout. Elle parle de tout, elle n'a aucun tabou. Et c'est d'ailleurs ce qu'exprime très bien Baudelaire dans ses Fleurs du mal. C'est pour bien signifier que l'ombre ne va pas sans la lumière et la lumière ne va pas sans l'ombre. Voilà. Le fameux yin-yang. Donc c'est la complémentarité. Et donc il faut aussi parler de la violence, du malheur, de la tristesse, de la médiocrité. Mais comme dit Baudelaire, tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Donc déjà on va essayer d'en parler bellement, puissamment, mais aussi pour dénoncer et pour pousser un peu ce qu'on appellerait trivialement un coup de gueule, quoi, une gueulante. Et ça a été fait magnifiquement par Victor Hugo et son poème Mélancolia, où il dénonce tout ce qui va pas, et notamment le travail des enfants qui était horrible. Et donc, oui. En fait, ce que tu viens de dire me fait penser à de la peinture où tu as besoin de noir. Voilà, c'est le clair-obscur. C'est l'effet clair-obscur. Mais le petit truc, je comprends tout ce que tu dis là, et vers où tu veux peut-être nous emmener. Mais comment est-ce que les personnes pourraient s'émerveiller? Que c'est là où moi je te bloque complètement. Comment tu peux ça te paraît contradictoire, ça te paraît paradoxal. Alors qu'il y a du malheur autour. Voilà. Alors, je pense être quelqu'un d'optimiste. La vie a voulu que je suis passé par plein d'épreuves, donc je me dis bon, le pire est derrière, il y a pire que soi, faut rester positif, c'est pire s'approcher à ce qu'on a. Mais les temps sont quand même compliqués. Mais et en parallèle, les temps sont difficiles, comme le chantait déjà Léo Ferré dans les années 60. Ouais. Ouais, ça pousse encore plus loin. Donc, pour montrer que ça a toujours été, ça a toujours été un sentiment. C'est ce qu'on appelle en littérature le mal du siècle. Ouais, mais l'impression d'avoir été, faut savoir d'être né à la mauvaise époque. Faut garder une chose en tête, c'est que nous, Français, nous sommes, je pense, de royales insatisfaits. Quand tu vas en Asie, j'ai un ami qui est rentré dernièrement, mais les gens sont heureux en permanence. Ils n'ont pas grand-chose, mais ils s'en foutent, ils sont en vie. Mais le truc, c'est que, alors c'est pas de la poésie, mais je vais citer par exemple Charlie Hebdo, qui avait fait une vidéo dans le temps, de tout, avec des caricatures, d'un truc qui te qui te fait désinguer la gueule. Comment est-ce que tu peux t'émerveiller? Comment la poésie peut nous pousser, nous émerveiller, nous donner de l'espoir? Alors je me répète, il y a du malheur qui nous je vais donner, ça me fera, malheureusement, je pense, j'espère me tromper. C'est possible, c'est très possible. Je pense que le mal a au moins une grande vertu. S'il en avait une seule, ça serait de rendre le bien encore meilleur. Et c'est de ça dont il faut s'émerveiller. Parce qu'en fait, si tu regardes de la télé-réalité, de la télé-poubelle, ou t'écoutes une radio dite branchée, avec des produits commerciaux, parce que moi j'appelle pas ça de la musique, et ben après tu te mets flip ou tu écoutes du classique, du blues, du rock, mais des vrais musiciens ou des vrais artistes qui nous transcendent.
Et ben là, tu te dis, waouh, quand même, par rapport à la, excusez-moi, par rapport à la merde que j'ai entendue avant, ça, voilà. C'est assez. On pourrait pas contempler la beauté des étoiles s'il n'y avait pas un ciel sombre et obscur. Donc c'est ça que c'est ça que permet le mal, c'est de nous rappeler à quel point le bien est bon et à quel point c'est une chance et à quel point il faut profiter de ces moments et s'en nourrir et cette merde est là pour nous le rappeler. Et finalement, par exemple, ce confinement, ça nous a fait du mal, mais ça nous a aussi fait du bien, par exemple, parce que ça nous a réappris et fait prendre conscience d'à quel point c'était important et ça nous manquait ces moments passés entre amis au restaurant, ces balades dans la nature, etc. Donc, bien sûr, il faut dénoncer le mal et on peut pas s'en réjouir et les poètes s'en réjouissent pas du tout. Hein. Mais au moins, ça nous fait prendre conscience que le bien, c'est quelque chose d'extraordinaire et qu'on pourrait être en enfer. Oui, un papillon blanc. Ouais, voilà. On pourrait être en enfer dans une vallée d'ombre et de larmes et de feu et de violence. Mais non, il y a la beauté qui est là pour équilibrer les choses, pour contrebalancer tout ça. Et on a un peu tendance à être des pourris gâtés et à plus à avoir conscience de cette chance qui est la nôtre de pouvoir profiter de tout ça. Par exemple, une douche chaude. Moi, j'ai appris qu'une douche chaude, c'était extraordinaire. Tu sais comment? En passant un séjour dans un chalet en haute montagne, en hiver, où tu prenais des douches glacées. Alors, c'était tellement froid, c'était aussi froid que de l'eau sortie du frigo, quoi. Et donc, tu hurlais, tu sortais de là, t'étais violet, tu courais près du feu, tu tremblais et tu passais par toutes les couleurs possibles de l'arc-en-ciel avant de redevenir rose, de retrouver ta couleur. Et là, je peux te dire qu'un feu de cheminée, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est du bonheur. Un café chaud, un chocolat chaud, c'est extraordinaire. Et puis après, tu reviens chez toi, tu prends ta première douche, tu tournes le bouton tout doucement, t'as un peu peur, et puis là, l'eau coule, et elle est chaude, et tu te dis, mais c'est incroyable un truc comme ça, c'est extraordinaire. Et là, ta douche chaude, tu te dis, c'est un grand moment. Ça me fait penser à un petit truc. Mais tu dis ça aux gens, ils disent, mais vous êtes fous, vous avez pété un plomb, une douche, c'est banal, c'est rien du tout. Une douche chaude, c'est ben si. Allez demander aux petits Africains qui ont même pas à boire si une douche chaude, c'est rien du tout. Ils auraient plutôt besoin de fraîcheur, ouais. C'est vrai. J'ai pensé à un petit truc, je vais le faire en bref, c'est parti en petit moment. On avait tourné dans un village parce qu'on avait vu un panneau HAC comme hôtel, et en fait c'était un ancien hôpital, et en demandant à une personne, un citadin, où était l'hôtel, il nous a dit comme quoi il en avait pas dans le village. Il disait comme quoi nous on cherchait un endroit pour dormir, puis il proposait de dormir avoir des soins, un système de santé qui marche, c'est extraordinaire. Combien de pays en ont? Combien n'en ont pas? On avait proposé de passer chez lui pour prendre le haut de sa maison, parce que ses enfants étaient partis, bon. Et pendant que je prends une douche, c'est pas bon, ça pique un peu. Je vais les voir, je leur demande la raison, puis ils m'expliquent que faire venir un dépanneur coûtait horriblement cher. Le hasard voulait que je bossais dans le chauffage sanitaire, donc j'ai un peu il y a eu de l'autre chose au bout d'une demi-heure. Tout le monde était content, et le soir, la dame, voilà. Une table, 5 kilomètres, mais remplie de nourriture. Mais c'est normal. Juste parce que eux-mêmes, hein, c'était mais toi, t'as l'impression que tu leur as juste rendu un petit service, mais pour eux, tu leur as fait tellement de bien. Et c'était franchement, c'est un souvenir rigolo, quoi. C'est génial. Et justement, ça me fait penser à ma grand-mère qui m'a toujours dit, nos Noëls, c'était les plus beaux Noëls parce qu'on avait des oranges. Mais on avait attendu 1 an pour avoir des oranges, quoi. Et donc c'était un moment de fête parce que
elles avaient une saveur incomparable. Mais nous, on peut faire n'importe quoi. Si on veut manger des fraises en hiver, on peut. Voilà. Et donc, on n'apprend plus à apprécier les choses. Ça me fait penser à un milliardaire chinois. Il a tellement d'or et d'argent qu'il s'est construit. Je te mens pas, hein, c'est pas une blague. Il s'est construit des chiottes en or pour pouvoir faire ses besoins sur son or. Donc, quand on a de l'or à entier, on finit par chier sur son or parce que ça n'a plus aucune valeur. Et aujourd'hui, c'est un peu pareil pour la connaissance. Malheureusement, on a accès à tout, mais on s'en fout. Alors qu'à l'époque, avoir un livre, surtout avant l'imprimerie, et avoir une Bible, mais ça coûtait plus cher qu'une église. Puis dans la plus grande bibliothèque du monde au Moyen Âge, qui était au Mont Saint-Michel, la bibliothèque d'Alexandrie, c'est bien plus ancien. D'ailleurs, il y a l'Alchimiste, c'est une série de romans. La bibliothèque d'Alexandrie n'a pas disparu, c'est passionnant. Mais cette bibliothèque qui était au Mont Saint-Michel et qui était une des plus prestigieuses au monde, il y avait peut-être une centaine de livres, c'est tout. Donc un livre, c'était quelque chose de magique, d'extraordinaire. Mais c'est vrai que rien que le fait de discuter, de parler de ta grand-mère, mais même quand moi je parle avec mes parents ou autres, chacun a ses petites anecdotes, ses histoires d'enfance. De nouveau, je retombe. Et donc, pour moi, dénoncer le mal, c'est forcément faire un plaidoyer pour le bien, le beau, le vrai, et inversement. Si on parle de ce qui est beau et bon, forcément, c'est une critique sous-jacente de ce qui est mauvais. Si je faisais un beau poème sur la gastronomie française et sur cette bonne cuisine-là, c'est une critique implicite de la malbouffe. Je peux pas faire ce poème-là et puis après dire ah mais j'adore McDonald's, t'es la junk food comme on dit. Non, c'est pas possible. Si j'aime le terroir, les produits qui ont une âme, le fait maison, la cuisine qui prend son temps, parce que pour moi la cuisine c'est les 3 M, parce que ça fait c'est mariner, mijoter, mitonner. Voilà. J'en rajoute un 4e. Maïté. Ouais, Maïté. Ouais. Ouais. Bon, donc en fait, selon toi, l'importance de la poésie, c'est de faire briller les choses. C'est de faire briller le meilleur. Ouais. En nous et en dehors de nous. D'accord. Parce que c'est ça le plus important. Et la vertu du mal, c'est de nous faire prendre conscience d'à quel point le meilleur est extraordinaire et totalement comment dire ça est totalement à la fois inspirant, ressourçant, apaisant et que tout ça nous comble d'un bonheur indicible, d'un bonheur au-delà des mots, mais qu'on essaye justement de retranscrire à travers tous ces poèmes. Donc pour moi la poésie c'est un peu comme les livres de cuisine des grands chefs. C'est-à-dire tu pourrais me dire oui, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de lire des poèmes pour s'émerveiller d'un beau coucher de soleil, du chant des oiseaux, du rire des enfants, des moments intimes qu'on passe avec nos amis et l'être aimé, etc. Donc ou pour ressentir la douleur de perdre un être cher, est-ce qu'on a besoin de lire les poèmes que Victor Hugo a consacré à sa fille Léopoldine? C'est pas un passage obligé, mais pourquoi s'en priver? C'est comme si on se privait de tous les conseils et de toute l'expérience, ceux des plus grands chefs, si on apprenait la cuisine. On peut découvrir tout seul par tâtonnement, mais je trouve que c'est un peu orgueilleux. Pas profiter de l'expérience des autres.
Parce qu'il y a une belle phrase de sagesse qui dit le sage tire leçon de ses expériences, mais le très sage tire aussi leçon de l'expérience des autres. Et c'est ça la poésie. Mais même on peut avoir un dialogue avec soi-même, parce que moi les poésies de jeunesse, je redécouvre qui j'étais plus jeune, et je peux voir à chaque moment mon évolution et dire ah ben tiens à tel âge je pensais ça, ensuite j'ai évolué, je pensais plutôt ça. Ça permet de faire ce qu'on appelle une introspection, un peu comme le questionnaire de Proust, tu sais. Donc c'est intéressant. Ce questionnaire de Proust, de le faire à des âges différents pour voir comment est-ce qu'on évolue, et voir aussi quels sont les fondamentaux, parce que il y a un noyau dur, il y a des choses qui ne changeront jamais, et ça a une saveur d'éternité justement, et c'est ça qu'on cherche, je pense. C'est très profond, c'est beau. Alors, je sais pas vous, mais je trouve qu'on était pas mal. Donc, si vous avez des questions, des inspirations, si vous-même vous écrivez ou vous souhaitez aborder certains sujets, que ce soit avec Gaëtan ou d'autres personnes, n'hésitez pas à les mettre en Avec commentaire. plaisir. Et À bientôt. vivez joyeux.